Et salut à tous et bienvenue sur le 36e talk du Twittom Talk Show. J'espère que vous êtes contents d'être là ce soir. Nous, ça va parce qu'on a eu un petit week-end de 3 jours plus une victoire, donc ça va pas trop mal. Donc je suis ce soir avec mes trois comparses préférés, à savoir Zempe. Salut Zempe. Salut tout le monde. Je suis avec, avec FX. Salut FX. Salut Julien, bonsoir à tous. Et je suis avec Gunther. Salut Gunther. Salut à tous et salut à René qui apparemment ne fait pas partie de tes Voilà, préférés. c'est ce que j'allais dire. Donc René ne fait pas partie de mes comparses préférés, mais je l'adore quand même. Donc ce soir, on va parler bien évidemment dans une première partie Dijon OM le débrief. Ensuite, on va faire un petit focus sur les joueurs, savoir quels joueurs ont plutôt performé avant-hier soir, et les débuts de Bouba Camara aussi. On va voir qu'il y a eu quand même une fausse note dans une troisième partie parce qu'il y a eu deux blessés importants à l'OM, on va en reparler. On va se faire l'avant-match de l'Europa League, c'est-à-dire Leipzig-OM, donc on va voir ce que ça va donner avec toutes ces petites blessures. Et on finira par les questions des auditeurs. Il y en a eu pas mal, donc vous pouvez continuer à en poster sur le hashtag TweetOMLive, on les prendra tout simplement à la fin du talk. Voilà, alors on attaque tout de suite avec une première partie, à savoir Dijon OM le débrief. Donc à l'écran, normalement, vous allez avoir les compositions. Moi, je vais vous poser la question habituelle, les gars, vous le savez. Je vais commencer par toi, FX. À quoi tu t'attendais avant le match? Comment tu pensais qu'on allait aborder ce match-là? Alors, j'ai pronostiqué de mon côté un partout, parce que Dijon à domicile, c'est de la charogne. Parce que moi-même, j'étais traumatisé par la défaite de Lyon. Alors, je me suis dit, pourquoi pas encore les joueurs dans un coin de leur tête. Ça s'est presque un petit peu vérifié, malgré tout, samedi. Donc, je partais avec un goût mitigé et un goût de déception. Donc, voilà, j'étais pas ultra optimiste. D'accord, SMP, même question. Ouais, moi je pensais que notre ami FX allait nous dire Dijon, moi c'est une équipe que je crains, je sais qu'il aime beaucoup leur entraîneur et tout. Moi, Dijon, en effet, chez eux, je me suis dit que ça allait être compliqué. En plus, t'es en pleine reprise du championnat, retour de trêve, tout ça. Je me suis dit, bon, on va voir ce que ça va donner. Mais j'étais plutôt confiant parce qu'ils avaient quand même acquis leur maintien, quasiment. C'est quasiment fait pour eux. Et ça reste une équipe joueuse. Et je sais que c'est pas les équipes qui nous mettent le plus en difficulté. Donc, moi, j'avais pronostiqué un 2-1 pour l'OM. Et je m'attendais à une victoire assez sereine, entre guillemets. D'accord, et Gunther pour finir? Moi, je m'attendais à un début d'un match poussif, enfin un match poussif et gagner à l'arrache à la fin, comme souvent. J'ai l'impression que ça nous arrive quand on revient de trêve. Et c'est voilà, c'est ce qui se passait. Donc, je voyais ça comme ça. C'est pas les équipes qui nous mettent le plus en difficulté. Donc, moi, j'avais pronostiqué. Voilà. D'accord, bon, excusez-moi, juste j'ai eu un petit problème technique, je l'ai réglé en un instant. Donc on va rentrer un petit peu plus dans le détail au niveau des compositions. Tout d'abord, on a été étonné de voir ce Bouba Camara aligné à gauche, moi le premier d'ailleurs. On savait pas trop ce que ça allait donner, surtout pour ce jeune joueur qui, de base, je rappelle, n'est pas un arrière conventionnel, c'est plutôt un défenseur central de formation et replacé au milieu de terrain défensif. On verra ça, on en parlera un petit peu de l'animation. Toujours Sanson qui revient en numéro 10, on verra si ça a fonctionné ou pas. À votre avis, on va commencer sur ça, Zempe. Est-ce que cette compose t'a surpris? Est-ce que tu t'attendais à autre chose, simplement? Vendredi, on avait parlé un petit peu, on avait dit que au Campos arrière-gauche, on n'y croyait pas du tout. Il restait donc peu de solutions parce que Béjimo a totalement été mis à la cave. Moi, Camara, c'était mon favori à ce poste. Même si, on ne savait toujours pas à quoi s'attendre. On ne l'a pas vu en défense, encore moins défenseur gauche depuis un moment. Et du coup, j'ai pas eu de grosse surprise parce que je m'attendais à Zambo. Si tu me demandais un nom, je t'aurais dit Camara. Après, voilà, il n'y a pas Sakai. Peut-être que Payet en 10 avec NG à droite était une option plus envisageable dans ma tête, mais sinon, pas de grosse surprise. Ouais, FX, on a quand même connu un début de match assez poussif. Comment tu peux expliquer ça? J'ai l'impression que c'est peut-être un ressenti personnel, mais à chaque fois qu'on se retrouve avec ce Sanson en 10 en début de match, les débuts de match sont quasiment tout le temps poussifs. Qu'est-ce que tu en penses? Ah ouais, non, mais ça c'est vrai. Sanson, un pote m'a envoyé un message en disant qu'il avait une charrette. Ça m'a un petit peu surpris, mais en fin de compte, il a certaines lenteurs malgré tout.
Puis il a une mauvaise appréhension du jeu, donc il peut pas le prendre à son compte. Donc ouais, effectivement, ça peut faire traîner un petit peu le collectif. Et à un point que j'en ai même oublié Payet, parce qu'à un moment je me suis mis à le chercher au bout de 5 minutes de jeu. Je suis au fait, il est où celui-là? J'ai pris le match au ras des pâquerettes, donc j'avais pas vu les compos et je le cherchais et puis je voyais qu'il était axé sur la droite là, l'ami Payet. Donc moi-même en fin de compte, le temps que je comprenne vraiment comment marche la compo, je crois que l'équipe il s'est passé exactement la même chose et ça peut expliquer ce premier quart d'heure vraiment plus que tatillon avec un milieu de terrain peu serein, des pertes de balles étranges de Roland de Luis Gustavo. Donc ouais, peut-être que l'effectif déjà, la composition a pu un petit peu perturber certains et surtout quand j'ai vu Payet à droite, moi ça m'a fait vraiment bizarre. Ouais, moi, enfin, c'est vrai que on pouvait se poser des questions sur ce style de compo. On aurait même pu penser que c'était un coup à la Garcia, comme a pu faire en début de championnat au final. Simplement, Gunther, est-ce que tu as retrouvé cette doublette au milieu? Je voudrais qu'on revienne un peu sur cette doublette Gustavo-Zambo qui a plutôt bien marché parce qu'il y a ce Zambo qui va vraiment faire le travail de besogneux pour Gustavo. Voilà, qu'est-ce que tu en as pensé? Moi, je suis désolé, le temps passe et je comprends de moins en moins les gens qui tapent du Zambo, alors que Gustavo, je le trouve plus aussi fort qu'avant. Et heureusement que Zambo est là. Je trouve que non, la doublette n'a pas été aussi performante qu'elle a déjà pu être parce que je trouve Gustavo en déclin par rapport à un Zambo qui, lui, fait le job. Moi, après, peut-être que je vois de la merde, je sais pas, mais moi, c'est ce que je vois en tout cas depuis plusieurs matchs. Et là, encore une fois, c'est ce que j'ai vu. Ouais, Zempe, est-ce que tu revois tes positions en disant que Sanson, au final, Zambo Gustavo, c'est la meilleure doublette possible, ou tu te dis que contre ce genre d'équipe qui est un petit peu moins technique, tu vas t'en taper jusqu'à la fin de la saison, au final, avoir un Zambo Gustavo avec un Zambo qui se met réellement au service de Gustavo, c'est pas plus mal. De toute façon, pour moi, Sanson, il est tellement sorti de l'équipe qu'à l'heure actuelle, qu'il soit dans les titulaires, c'est déjà pas mal. Donc, que ce soit à côté de Gustavo ou Andis, c'est très compliqué pour lui. Donc, je sais pas, il faudrait voir, il faudrait retester. Moi, j'ai trouvé l'opinion publique un peu dure, en général, avec Gustavo, je trouve. Même assez récemment, même si c'est vrai que bon, c'est pas le Gustavo qu'on a eu pendant une petite période où il était vraiment très très fort. Je trouve qu'il fait quand même le boulot encore et que ça marche très bien avec Zambo parce que Justement. l'organisation est rodée. En fait, on a un milieu qui récupère et qui relance parce que les deux profils fonctionnent bien. Et donc, non, ça marche bien, c'est clair. Pour moi, Sanson, il est derrière Zambo, mais je le vois quand même toujours pas 10, quoi. Non mais justement, c'est important ce que tu dis MP parce que on est dur avec Gustavo, mais sur les derniers matchs, on a vu que il y a du Lopez qui était aligné à côté, tu vois, il y a eu ça, c'est un petit peu bougé à ses côtés, et au final, est-ce qu'il faut pas se dire que c'est réellement pas seulement Gustavo qui est fort, mais plutôt cette doublette là, tu vois, c'est cette doublette qui a fait le taf pendant toute la saison, et quand elle n'était pas en place, cette doublette là, on a vu que c'était réellement poussif, notamment au milieu de terrain, qui est vraiment notre force cette saison, non? C'est sûr que tu as l'impression que ça marche mieux avec Zambo. Après, avec Lopez, ça a quand même aussi très bien fonctionné. Après, tu as l'impression, nous, pendant un petit moment, on s'est dit, c'est vrai que Gustavo, il a l'air fatigué, tout ça. Avec Zambo, c'est sûr que tu le ressens moins. S'il est un peu moins capable d'aller au duel, un peu moins actif, on va dire. Mais je trouve qu'il est toujours aussi bon à la récupération relance. Et moi, je trouve qu'il n'est pas non plus vraiment inférieur. Voilà, il a une petite baisse de régime peut-être, ou alors qu'il est en sur-régime pendant un petit moment. Et du coup, ça nous fait un petit peu bizarre. Mais je ne trouve pas non plus qu'il soit mauvais ou quoi que ce soit. Il fait le taf, je trouve. Ouais, vas-y, Gunther. Ouais, d'ailleurs, il y a Energizer sur Twitter qui nous avait envoyé avec le hashtag TutoMLive encore une petite performance de Gustavo, même après un long repos. Est-ce que cela est inquiétant pour la fin de saison? Ça peut l'être parce que c'est clair qu'il va falloir donner un réel coup de rein. On joue des équipes qui sont largement à notre portée. En moyenne de points, d'ailleurs, en fait, on a les meilleures équipes du championnat de France contre hors top 3. Malheureusement, et ça, on l'a vérifié encore dimanche dernier. Mais pour en revenir à Luis Gustavo, ouais, top 4, ouais. D'ailleurs, j'en ai oublié que Lyon, ils étaient encore 4e. Mais
les top 3 en fait, sans nous compter nous. Ouais. Et au final, quand je vois que Luis Gustavo, il est d'ailleurs à l'origine du premier fait de match avec limite une passe décisive pour le 1 contre 1 qui emmène le petit Samaritano en 1 contre 1, et avec ce penalty litigieux, pour moi il n'y a pas penalty, mais enfin bref, et tout ça part d'un Luis Gustavo qui fait une passe axiale complètement inexplicable, et c'est pas le genre du mec de faire ça quand même. Donc un problème de concentration, donc il n'avait pas la tête au match dans ce premier quart d'heure, c'est inquiétant pour un joueur de ce niveau. Ouais, c'est bon après, c'est un petit peu comme ça, c'est un petit peu comme on le voyait au début de saison, tu vois. Je trouve qu'il est jamais vraiment revenu de cette trêve, de ce milieu de saison. C'est un petit peu dommage. Après, c'est pas non plus catastrophique, ça reste un joueur Non, bien sûr. même sur une jambe, sera supérieur à tout ce que tu peux trouver en Ligue 1 ou presque. Mais vraiment, avec un meilleur Luis Gustavo, pourrait vraiment enfoncer le coup, et notamment contre Lyon, ça s'est senti ce manque-là. Hein, c'est clair. Après, il y a Audley qui rajoute que même Lopez en doublette avec Luis Gustavo, regardez les matchs contre Bilbao, c'était le Barça. Et Oui, d'un côté, mais... c'est vrai, non, mais c'est pas faux. C'est vrai que c'est vraiment impressionnant les matchs qu'ils ont été capables de faire les deux. Mais en tout cas, pour un match de reprise comme on a eu là, je pense vraiment que c'était le bon choix de pas viser le jeu technique bien huilé alors qu'on a les jambes lourdes, quoi. Ouais. Bah, de toute façon, il y a ça. Faut pas croire que pendant une trêve les joueurs ne font rien. On a bien vu qu'au final, c'est quand même assez curieux. Bon, Rami n'y est pas allé. Bon, on y reviendra dans la troisième partie. Sinon je vais empiéter. Mais simplement avant de passer à l'analyse statistique de la rencontre, on va pas parler de la défense parce que on le fera passer dans une autre partie. Mais on va parler de l'animation offensive. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce quatuor offensif Ocampos, Germain, Payet, Sanson, sans rentrer dans le détail, mais globalement, on va dire, dans la globalité Zempe. En première mi-temps, ils ont eu vraiment du mal à se trouver. J'ai l'impression que c'était un peu brouillon. J'ai préféré quand même en deuxième mi-temps où Payet a quand même un peu plus pris son rôle axial. Et je trouve que là où on a été le meilleur, c'est quand Sanson est sorti, malheureusement. Après, voilà, Ocampos, c'est dur de ne pas partir dans l'individuel parce que je trouve qu'Ocampos a vraiment mis en difficulté cet équilibre offensif parce qu'il a envoyé je ne sais pas combien de ballons en tribune. Il a fait beaucoup de mauvais choix. Il a vraiment eu du mal. Et au final, c'est lui qui est décisif à la fin, donc il se rattrape bien. Mais je trouve que c'était un peu déséquilibré en fait, parce que c'est toujours pareil, quand t'as pas Payet en 10, c'est plus le même équilibre. Et heureusement qu'on a réussi à être décisif, parce que sinon, à la fin du match, si tu restes à un score nul, tu as beaucoup de remords. Germain joue très bien le coup à chaque fois sur le but, son premier but et celui d'Ocampos par contre. Ouais, mais ça, on y reviendra dans les cas particuliers, mais j'ai envie de vous dire aussi, la petite dernière question provoque, FX, honnêtement, est-ce que Sanson a un avenir dans cette équipe ou dans ce club? Il n'a pas d'avenir dans le Money Time, ça, c'est sûr, pour finir la saison. L'année prochaine, on ne sait pas comment les cartes vont être redistribuées, donc je ne peux pas me prononcer pour après cet été. Mais en tout cas, là, pour le sprint final, on a des joueurs qui nous paraissent être bien plus en forme. Il est là aussi pour dépanner, il est censé super bien le faire, notamment au niveau des absences. Et je n'ai pas l'impression que samedi, il ait répondu à ce que moi je souhaite de lui, c'est-à-dire qu'il soit concerné et qu'il puisse pallier, ne pas faire ressentir certains manquements d'effectifs. Et puis voilà, le problème, il se traîne, quoi. Malheureusement, il est un petit peu perdu et il a été trop baladé tout du long de la saison et ça se ressent. Ce qui est fou quand même, c'est que le match d'avant, c'est contre Lyon et il fait une entrée de tonnerre, quoi. Ouais, mais il finit bien les matchs. Ouais, c'est dingue. C'est typiquement le joueur où tu as l'impression qu'il peut hausser son niveau de jeu, notamment en fin de match, ou impulser quelque chose en fin de match. Mais dans l'animation offensive, c'est pas ça, quoi. Il est pas là. Puis moi, je comprends pas son placement. Ça me rend fou. Il le comprend pas non plus. Je pense, ouais, voilà. C'est un petit peu ça. Je crois. Parce qu'à un moment, il était vraiment en pointe et Germain milieu offensif central. J'aurais dû faire une photo tellement ça semblait naturel quand tu les voyais tous bien placés, Sanson en pointe, Germain milieu offensif. Je dis mais qu'est-ce que c'est, je comprends pas. Alors soit c'est travaillé, soit il comprend rien et donc Germain lui a l'intelligence de combler, je sais pas. Ouais, on va avancer, on verra les cas particuliers après. Je vais juste vous montrer les statistiques de ce match pour vous montrer tout simplement qu'on n'a pas tant écrasé comme on a pu le faire contre les autres équipes. Ça reste assez équilibré, 58-42. À l'extérieur, Dijon qui était du moins une des
une équipe dans le top 5 des meilleures équipes à domicile, je crois, sur ce début de saison. Si je me trompe pas, ou sur la saison. Donc c'est pas non plus un fort pas compliqué à aller prendre là-bas. Voilà, on a que 11 tirs pour 5 cadrés, comparé à d'habitude on en est à plus de 20 tirs. 80% de réussite. Qu'est-ce que vous pensez de ces stats là en les visionnant un petit peu, les MP? Ben, un peu plus équilibré qu'à l'accoutumée contre ce genre d'équipe. Moi, il n'y a rien qui m'interpelle spécialement. Après, voilà, tu as toujours cette impression que tu aurais pu tuer et tu aurais pu et dû tuer le match plus tôt pour te mettre à l'abri parce qu'il y avait un risque. Après, bon, c'était un match haché, c'était vraiment quand même assez particulier, pas mal de blessures, tout ça. Bon, le principal est fait, quoi. On a pris les 3 points là-dessus, mais le contenu, comme l'a très bien dit Payet, le contenu est à revoir. Ouais. Bah, complètement à revoir en fin de compte, parce que à la 76e, peut-être même 86, nous sommes à un partout contre une équipe malheureusement qui était complètement absente. Dijon a complètement loupé son rendez-vous. On se retrouve avec un partout sur leur seule occasion, avec 2 blessés. Enfin, on était limite dans un constat très alarmant. Alors on finit en tambour avec la volonté. Mais c'est que la volonté qui nous sauve. Après, dans le contenu, pour une équipe qui veut jouer la Ligue des Champions, c'est complètement insatisfaisant. Et c'est choquant. Ce qui s'est passé jusqu'à l'égalisation, c'était complètement anormal. Et moi, j'étais vraiment en train de m'alarmer. Et ça suivait, c'était la continuité du match du fiasco, parce que j'appelle ça un fiasco de Lyon. Donc pour moi, c'est une équipe qui va pas bien à l'OM. Et tant mieux si on s'en sort au ras des pâquerettes dans les dernières minutes de jeu. Alors, pour faire la comparaison FX sans vraiment la faire, tu as Lyon qui gagne 2-0 sur l'autre match, mais qui sont vraiment pas flamboyants non plus, tu vois. Donc, à tout moment, toi, tu as vraiment besoin d'accrocher cette 3ème place pour justement passer de ce palier, mais tu as aussi les autres qu'il faut, tu vois, il faut se dire aussi qu'ils sont pas dans les meilleures dispositions non plus. Donc ça peut jouer, même si l'OM va pas bien ou quoi, après ça reste qu'un match de reprise avec... Oui, à niveau égal de 2 équipes qui ne vont pas bien. La semaine dernière, il y a eu un match ultra important, enfin il y a 2 semaines, et on a loupé un virage qui aujourd'hui nous aurait mis un nombre de points très confortable. Aussi contre Dijon où justement on a tiré sévèrement la langue. Et j'ai un traumatisme de toute manière de ce qui s'est passé il y a 2 semaines. J'arrive pas à m'en remettre. Moi, ça me fait vraiment penser au match contre Nantes où, pareil, je crois que c'est juste après Paris, il y a un petit break et on n'est pas bien dans la tête. On fait un match moyennasse, on gagne à la fin, à la hargne, et ça nous a débloqué pour les matchs d'après niveau implication. Ouais, mais là, j'espère vraiment que ça fera pareil. Oui, mais là, il te manque la moitié des cadres et les 3/4. Ça, on y reviendra, mais il te manque la moitié de l'équipe pour le faire, ça, parce qu'ils sont tous blessés. Donc, on va passer tout simplement au classement pour vous montrer que l'OM est toujours 3ème à 4 points de Monaco qui compte un match en retard et à donc 2 points de Lyon qui va pas lâcher jusqu'à la fin, je pense. Et c'était là pour ça que FX disait que c'était plutôt pas mal d'avoir gagné au dernier match contre lui. On passe à la 2ème partie, à savoir le focus sur les joueurs. Donc on va commencer par un des meilleurs, on n'en a pas parlé dans cette première partie, mais parce qu'on va bien en parler ici, un des meilleurs joueurs sur le terrain avant-hier, à savoir Lucas Ocampos, qui confirme que c'est ce genre de joueur qui peut aussi redresser l'OM quand l'OM va pas bien. C'est sa grinta, sa volonté. 16 duels quand même, 8 gagnés, un but un petit peu à l'arrache, il faut bien se le dire, mais voilà, de la combativité. FX, toi, est-ce que tu penses la même chose? Ocampos, en fin de compte, tant que les équipes en face sont concentrées et serrent un petit peu, c'est l'un des mecs les plus nuls au monde. Et par contre, si les lignes se desserrent un petit peu, là, il peut ajuster sa technique. Et là, peut lui suffire justement dans des espaces moins restreints. Et d'un coup, il devient vraiment très très bon. Son action de fin de match où il va obtenir un penalty, c'est à grande classe. Il sait faire les conduites extérieures, les crochets extérieurs. Et ça, il le fait remarquablement bien. Et dès que les espaces se libèrent, c'est un joueur qui arrive à me régaler carrément. Mais en général, ça se passe souvent en fin de match. Et ça a été le cas ce samedi. Et tant mieux pour nous, tant mieux pour l'OM, parce qu'il est aussi un homme providentiel. Et là, il allonge aussi sa bonne série. Ouais, Zempe, est-ce que tu fais le même constat? Ouais, je fais à peu près le même constat. Je trouve que sa hitmap est intéressant.
on voit du mouvement et une grosse concentration quand même sur la moitié du côté gauche. Un Ocampos classique, même si je l'ai trouvé quand même. Il a eu plus de ballons que d'habitude, je trouve. Il était très en vue offensivement. Malheureusement, voilà, je trouve qu'il a quand même eu beaucoup du mal jusqu'à la fin de la seconde mi-temps. Et heureusement qu'il débloque la situation, parce que je pense que sinon il se fait insulter par tout le monde. Et toujours, il faut toujours débloquer une situation avec sa grinta, on le sait. Il donne à 100%, il peut être nul pendant 90 minutes et il débloque tout aux arrêts de jeu. Donc c'est très précieux, surtout quand t'as pas Thauvin pour faire de même de l'autre côté. Et voilà, ça pourrait bien être un de nos hommes les plus décisifs. En plus, c'est en Ligue 1 notre deuxième meilleur buteur ex aequo avec Sanson et derrière Thauvin. Donc ça va rester un élément précieux jusqu'à la fin de la saison, c'est une certitude. Ouais, il y a aussi une stat qui nous intéresse, Gunther. Est-ce que tu te rends compte, enfin, est-ce que tu penses que Ocampos va nous servir aussi sur on va dire un aspect plus ou moins important, mais de se dire que il a provoqué énormément de pénaltys pour nous, il a provoqué énormément de cartons rouges pour l'adversaire pour le coup. Est-ce qu'il faut pas aussi ce genre de gars dans l'effectif pour on va dire articuler articuler la victoire quoi. Non, mais c'est un fait. De toute façon, sur les matchs poussifs, même quand lui, il est poussif, au final, très souvent, c'est lui qui. Je trouve vraiment que c'est impressionnant le nombre de buts. Soit qu'il marque sur la ligne, tout simplement, parce qu'il se jette comme un forcené pour pousser le ballon au fond. Soit les cartons rouges qu'il arrive à. Genre Neymar, mine de rien, c'était pas rien quand même quand il a fait des coups pieds, les pénaltys. Ça fait partie d'un ensemble et pour moi, même quand il n'est pas bon, ça reste un joueur essentiel d'un OM poussif. Quand l'OM n'est pas au top techniquement, pour moi, il est essentiel. Parce que il a le plus mental que les autres n'ont pas sur des matchs un peu mou du genou comme Dijon. C'est le fighting spirit argentin, ça, Gunther, tu vois. Ouais, c'est ça, c'est tout qu'il est con, bon dans la pression. C'est pas une légende. Après, Fighting Spirit, pardon, il n'avait pas ça, hein, c'est vraiment ce passage en Italie qui l'a transformé, hein, pas dire le contraire. Ou Garcia, je sais pas. Ou Garcia, peut-être la confiance dès le début de saison. Parce qu'en Italie, moi j'étais allé à San Siro, quand il est rentré, je voyais exactement le même Ocampos qu'on avait eu nous, avec tous les potes, on s'était dit pareil, donc je sais pas si c'était là-bas vraiment qu'il a appris ça. Hein. Si, parce qu'en Italie, tu apprends à gagner. Ouais, peut-être. Physiquement, il a appris quand même. Ouais, peut-être. Moi, en tout cas, ça m'avait pas donné l'impression, mais peut-être. On va passer à un nouveau joueur, donc Valère Germain, homme providentiel, quoi qu'on en dise hier soir. Certains l'ont trouvé un petit peu moins bon, un petit peu absent. Moi, je dis qu'un joueur qui fait une passe D et un but ne peut être que bon au final. Même si dans l'ensemble il n'a pas touché énormément de ballons. Donc qu'est-ce que vous pensez de la prestation de Valère Germain, ZMP? En première mi-temps, voilà, à l'image de nos éléments offensifs, globalement, personne ne se trouve. Germain, on ne le voit pas, quoi. Vraiment, il a énormément de mal, il tente des choses, hein, on ne peut pas lui enlever des décalages, des trucs, mais franchement, c'est vraiment, vraiment très poussif. En deuxième mi-temps, on le voit guère peu. Entre-temps, il y a son but en première mi-temps. Là, il joue parfaitement le coup. Il y a une occasion, elle est magnifiquement conclue. C'est sûr. En deuxième mi-temps, c'est un peu pareil. Il a du mal à la reprise, à rentrer dans le match, etc. Mais quand ça pousse vers la fin, il est là. Quand sur le corner, c'est lui qui la dévie exactement comme il fallait. Donc, il joue bien le coup. Quand il faut être décisif sur ce match-là, il a parfaitement été. Après, il a vraiment, vraiment été trop peu en vue, on va dire. Ouais. FX, est-ce que tu fais ce même constat ou tu penses tout simplement qu'il y a, Valère a quand même joué un rôle assez essentiel dans cette victoire? Je vais te contredire, mais en allant quand même dans ton sens, en fait, il n'a pas réussi son match. Il n'a pas été bon, il a réussi son match. À partir du moment que statistiquement tu réponds à ce qu'il faut répondre, c'est-à-dire être décisif, il y a un but, une passe décisive, donc forcément, match réussi. Donc il nous retire une belle épine du pied, j'ai envie de te dire. Après, l'ensemble, le contenu du match, non, c'est toujours aussi un petit peu triste, toujours aussi chétif.
J'en arrive là parce que maintenant on est à quelques matchs de la fin de la saison. J'ai envie de te dire, voilà, la marche OM elle est trop haute pour lui. Ça me paraît maintenant évident, surtout qu'il a eu énormément de temps de jeu. Et il aura réussi à marquer souvent en fait dans des petits matchs, à part peut-être contre Monaco. Donc c'est complètement insuffisant. Et puis dimanche, en fait, il a fait un match au niveau de sa saison, c'est-à-dire des petits encouragements, mais globalement, voilà, c'est trop léger, trop moyen. Mais je vais lui dire merci pour ce match-là. Je vais lui dire, j'espère encore merci pour les matchs à venir, parce que on a besoin de lui. Mais voilà, je pense que c'est une aventure qui ne devrait pas pousser plus loin que ça à partir, parce que si on s'est posé la question sur Morgan Sanson, moi je me la pose aussi sur Valère Germain. C'est dur d'avoir ça comme avançant malgré tout. Ouais, mais ça serait un désaveu quoi, de le faire venir pour une saison et de le refaire partir. Enfin, Ça s'appelle une erreur de casting aussi. Le mec il va finir la saison à moins de 10 buts. Avec pas mal de temps de jeu malgré tout, et avec des orfèvres comme Payet et Thauvin. Donc, le 10 buts toutes c'est quand même, je crois. Non, mais, franchement, pourtant je le critique. Hein. Vous le savez tous, là. En ce moment, c'est un peu mon bouc émissaire. Mais par contre, quand on voit le graphe là, sur le terrain, il y a un problème. Je veux dire, ça ne peut pas être lui qui décide à ce point-là d'être peu dans la surface. C'est pas possible, il y a un truc. Mais... Alors moi, j'en suis carrément à vouloir qu'il joue milieu offensif. Après, quand il joue avec Ocampos et Sanson, il peut se permettre de se mettre un peu en retrait. Non, mais là, non, c'est pas se permettre. C'est surtout. Il n'est pas attaquant de pointe, là. Gunther, me parle pas de 10. Il a été remarquable à Monaco, là où ils ont mis le plus de buts l'année dernière. C'était pas avec Falcao et Mbappé. C'était avec Falcao et Germain. Et un mec qui accompagne son avant-centre. Malheureusement, il n'a pas d'avant-centre à accompagner. Eh ben, dans ces cas-là, c'est frustrant. Dans ces cas-là, c'est pas sur lui qu'il faut taper. C'est sur les choix de Garcia, je sais pas. Enfin, moi là, je suis en train de me remettre. Là, pour vous dire, je suis en train de me remettre en question parce que je le défonce. Mais en fait, c'est pas un hasard s'il est si peu dans la surface. Honnêtement, c'était notre attaquant remplaçant, c'était un attaquant de complément d'effectif. Il a été acheté suffisamment tôt parce qu'il n'était pas cher, mais on était quand même sur cette notion de grand attaquant. Quoi qu'il arrive, on voulait un titulaire de pointe à l'OM. Et comme finalement, il y a eu une erreur de casting avec Mitroglou, c'est pas le débat. Germain était aussi pris au piège, donc il a eu des responsabilités qu'il n'avait pas forcément à tenir et qu'il a du mal à tenir au final. Mais je lui en veux pas. Mais c'est pas ça dont je veux parler. Carrément, est-ce que là, ça vous choquerait, par exemple, si prochain match, il met Germain à droite, Germain à gauche ou Germain en milieu offensif central et Mitroglou devant? Parce qu'on parle toujours de jouer à deux attaquants, mais Germain, c'est pas un attaquant. Mais tu peux sûrement pas te le permettre, en fait. Peut-être que si l'année prochaine, tu as un autre attaquant supplémentaire, titulaire, ton numéro 1 qui te plante des buts, peut-être que Germain pourra être sur le banc et le remplacer de temps en temps. Et en plus de ça, être dans un rôle différent, c'est-à-dire le mettre à droite Zempe. De match, mais qui joue proche de l'attaquant. Toi qui adore NJ, tu préférerais pas voir Germain à droite de temps en temps plutôt qu'NJ dans ce cas-là? Parce que moi, quand je le vois sur les côtés, il est plutôt pas mal. Du tout. Moi, je comprends pas, parce que c'est son jeu d'être milieu gauche, milieu droit, milieu central. Alors, tu fatigues. Ouais, là tu fatigues parce que regardez bien les matchs et regardez le schéma. Regarde bien les matchs, tu verras qu'il n'efface pas tant de personnes que ça. Il peut pas jouer sur sa vitesse, il peut pas jouer sur ses dribbles. Il joue juste sur des bonnes actions. Non, mais si tu le vois si peu dans la surface, demande-toi ce que les autres offensifs ont fait avant ça. Normalement, le jeu de Germain, de le mettre dans la surface, c'est de se dire que il va jouer pour les deux milieux offensifs qui rentrent. En l'occurrence, là, c'était Payet et Ocampos. Tu n'as pas vu ce schéma-là parce que les mecs, c'est pas, à part Ocampos, c'est pas le poste habituel de Payet de se dire je vais être à droite et rentrer pour aller marquer sur mon pied droit alors qu'il est à droite. C'est tout simplement que Garcia a bricolé et qu'aujourd'hui tu te retrouves avec un Germain qui a fait ce qu'il a pu et c'est tout. Et tu as Germain, on l'a vu quand il est mis dans les meilleures dispositions avec un Payet qui centre, un Germain qui fait le bon déplacement, ce que Mitroglou ne fera jamais de sa vie, c'est-à-dire faire un appel intérieur et extérieur, rentrer intérieur et marquer sur ça. Donc je vois pas ce qu'on peut lui reprocher, outre le fait qu'il a fait une passe D et un but. Ouais, non, mais ça c'est bien. Voilà. T'as bien dit, Julien, il fait ce qu'il peut. Il fait ce qu'il peut dans le système, et il faut voir aussi que l'animation. Je trouve ça étonnant d'être si peu dans la surface quand. Parce que peut-être que le jeu n'était pas dans la surface à ce moment-là. C'est un attaquant qui participe un peu plus au niveau du jeu. Donc tu as eu que 11 tirs. 11 tirs, tu as eu quasiment autant d'occasions, tu as eu beaucoup moins de passes qu'à l'accoutumée, beaucoup moins de facilité dans les transmissions. Il faut prendre le match dans son ensemble et pas se dire lui il a chié. Voilà. C'est un nom, ça s'appelle un 9,5. Ça s'appelle un 9,5.
Non, mais là, je vois même pas un 9,5 là. Je vois vraiment un milieu offensif. Pour Et vous attends, dire, Routeur, quand il marque, Sanson, il est plus dans la surface que lui. C'est pas normal. Et justement, c'est peut-être pour ça que typiquement Sanson le joue match de mal. Rafinha. Eh ouais, mais c'est tout le temps comme ça quand Ouais, il y a Germain. C'est tout le temps Bon. comme ça. C'est jamais lui qui est dans la surface. Bon, dans tous les cas, ouais, mais Sanson, c'est pour ça que tu le vois beaucoup moins. Sanson ne fait pas son rôle, il est beaucoup trop offensif par rapport à ce que devrait être un 10. Un 10 est à la création, est un poil plus bas. Moi, je sais plus. Et je sais pas, c'est peut-être les consignes de Garcia de dire tiens, Sanson, monte un poil plus haut, et puis tu verras. On verra Non, si ça en tout cas, marche. ce que ça traduit là, ce qu'on dit, c'est qu'il y a un problème d'équilibre d'équipe, tout simplement, de l'organisation offensive Oui. est défaillante quand tu as Sanson en 10 et Germain Eh ben, en pointe, largement. déjà, par exemple. C'est En exactement plus, t'as ça. pas Thauvin, voilà, l'équilibre. En fait, Et c'est pas comme ça à chaque match non plus avec Germain. Bah, pour moi, ça fait un moment que c'est comme ça. Mais là, Ouais. là, je le défends. Hein. On dirait que je suis en train de le défoncer, mais au contraire, dans ma logique, c'est au final, c'est pas sa faute. On va C'est ça, avancer je veux dire. on va avancer un petit peu. On va partir sur Dimitri Payet qui, pour le coup, lui, a fait un match plutôt plein, je trouve, même si c'est pas le Dimitri Payet tout feu tout flamme. Il a quand même fait son rôle. Regardez l'hitmap, c'est quand même assez. Enfin, il était partout sur le terrain. J'ai bien aimé, moi, vous me direz ce que vous en avez pensé, le fait qu'il loupe son penalty et qu'il reprend tout de suite derrière et qu'il se laisse pas aller là-dedans. Voilà, qu'est-ce que vous avez pensé de cette prestation de Dimitri Payet, Zembé? Ben, moi, je l'ai beaucoup plus aimé quand il se retrouvait dans l'axe. Ouais, De manière générale, allô? Oui, oui. Ouais, de manière générale, il était quand même beaucoup axial. En plus, il a envoyé quelques bons petits centres du côté droit. Mais voilà, là où je l'ai trouvé vraiment le meilleur, c'est quand Sanson est sorti. Je trouve que au poste de numéro 10, depuis quelques temps, il marche sur l'eau. Donc, quand il a retrouvé, j'ai retrouvé un Payet plus actif et plus dangereux. Donc voilà, après, il fallait bien le mettre sur le côté. On n'avait pas le choix. Donc, on a essayé. Je trouve qu'avec Sanson, ils sont un peu, encore une fois, marchés dans les pattes. Mais sinon, je trouve qu'il fait un match plus que correct dans une animation vraiment en difficulté, quoi. Ouais. Juste, je reprends parce qu'il y a quelqu'un qui nous avait laissé une question sur Twitter. Du coup, on me dit que Germain n'a pas le gabarit pour jouer en 9. Voilà. Après, Ah, c'est pas forcément une histoire de gabarit non plus. Moi, je pense pas que ce soit une histoire de gabarit forcément. on a tout vu, hein, Agüero, il a pas le gabarit, et c'est Agüero. Donc, il a la puissance. Le gabarit, ça veut. Non, ça veut. Non, tu as rien. des joueurs qui Ouais. peuvent être super élégants et au final passer devant un truc, le marquage, les déplacements, la spontanéité. C'est sûr que Il c'est un me avantage. semblait le que la gabarit, semaine dernière, surtout on disait. au pied, hein. Il me semblait que la semaine dernière, on était plutôt d'accord sur ça. Hein. Le fait qu'il manque un peu de tout physiquement. Mais ça Oui, n'empêche pas. Oui, ça n'empêche pas, mais après, tu peux pas te dire que voilà, c'est parce qu'il a pas le gabarit que. Je trouve pas que ce soit la principale idée. Moi, En fait, ça dépend de la façon de jouer, de toute façon, c'est sûr. Bah, de toute façon, qu'est-ce qui manque à l'eau? Enfin, là, on est sur du bricolage. Enfin, bref, on va pas y revenir dessus, mais on était sur un match de bricolage complet sur toutes les phases. Mais Non, bon. mais c'est vrai que sur des matchs où Thauvin et tout ça, ça combine bien, il fait très Donc, bien son rôle. on va revenir au cas Payet en se disant est-ce que FX c'est pas l'homme providentiel maintenant de cette fin de saison, étant donné que maintenant tu as tous les cadres ou presque qui sont blessés et c'est quand même le mec qui arrive à te débloquer la situation, marque un penalty, provoque des penalties, fait la passe pour Germain. Enfin, au final, il est un petit peu partout dans ce que fait de bien l'OM sur la pelouse, non? Bah, ta question, elle est super bien posée parce que tu y réponds presque en même temps. Mais L'Express oui, s'est voilà, orienté. déjà, tu peux lui mettre quand même une prestation 3 étoiles. Hein, tu as été un petit peu dubitatif sur la présentation. Non, il a fait un match plein. En plus, on va faire simple. Depuis 2018, c'est tout simplement le meilleur passeur décisif d'Europe. Point barre. C'est pas Ozil, c'est pas qui vous voulez. C'est lui, tout simplement. Donc, c'est une preuve, encore une fois, de sa montée en puissance. Ensuite, samedi, il a tenu l'équipe à lui tout seul et il a assumé son rôle de capitaine car après avoir loupé un penalty, comme tu dis, il va le provoquer. En général, quand tu subis une faute, tu ne tires pas le penalty. Lui, qu'est-ce qu'il fait? Il prend sa responsabilité. Il subit la faute. Il en loupe 2 minutes avant. Poum, il te le met dans le plus grand des calmes. Et voilà comment il emmène son OM vers une victoire et 3 jolis points. Et samedi, c'est la victoire de Dimitri Payet. Et c'est clair et net qu'il prend les responsabilités. Tout le monde est absent. Donc, il se met en mode super Dimitri. Il se met en mode capitaine, tout simplement. Il se met en mode capitaine super Dimitri. C'est super appréciable. Et je pense qu'il va aussi réveiller certains qui s'endorment en faisant ça. Et pour moi, il a donné un exemple. C'est une leçon, hein, c'est une leçon d'homme, ce qu'il a fait samedi. Donc, si lui, qui est un petit peu le petit feignant, le mec qui la joue toujours un petit peu facile, s'il fait cette démo-là,
c'est bon signe pour nous. Donc aux autres de suivre en attendant que tout le monde se soigne et se guérisse bien. Finalement, le match qui va être le plus préjudiciable par rapport à nos absences, ça va être Leipzig. Après, les autres matchs, on va affronter vraiment du style Dijon. Donc, on peut se permettre pendant 10-15 jours de se reposer sur Dimitri Payet. Ouais. On va finir sur Dimitri Payet, on va passer à la prestation du petit nouveau, à savoir le petit Boubacar Kamara. Donc 18 ans, je rappelle, qui a été aligné arrière-gauche en lieu et place de Amavi qui était suspendu. Formé à l'OM, pour ceux qui ne le connaissaient pas, je pense que c'est rare, mais voilà. Donc Zempe, vas-y, attaque dessus. Quand même 15 duels, on peut le voir, 7 gagnés pour un début, notamment une où il nous sauve in extremis. Qu'est-ce que tu as pensé de sa prestation ? Un match très propre, serein, il a fait le boulot, tu n'as aucune erreur majeure à lui mettre à son actif. Pour une première en Ligue 1, à un poste qui n'est pas le sien, franchement, c'est une belle entrée en matière. Il s'est cantonné à ce qu'il avait à faire. Je pense qu'il n'a pas voulu aller chercher compliqué. Il a tenté quelques montées qu'il a assurées. Tu m'aurais dit que c'était un défenseur gauche de formation, je t'aurais cru. Voilà, il n'a pas pris de risque et il a vraiment bien tenu son côté. Il a même fait un joli retour décisif, il fallait oser le faire, où il tacle dans la surface. Ouais. Franchement, ça promet du bon, quoi. Ça donne confiance. Je pense que là, Kamara, si demain on a besoin de lui, que ce soit au milieu ou en défense ou quoi que ce soit, et que Garcia lui dit bon, tu joues, il est capable de le faire, il a en confiance, tout va bien, c'est un bon début. Après, attention, parce que j'en vois beaucoup, ouais, il faut mettre Kamara titulaire, Leipzig et tout, c'est notre pépite, quel match, bon, voilà, il a fait une bonne première contre Dijon, tout va bien, ne nous enflammons pas, ne le réclamons pas, tout va. Peut-être que Garcia l'a lancé au bon moment et que s'il avait fait comme ces mêmes personnes le réclamaient il y a un mois, il serait complètement raté et on ne serait pas là à se dire qu'on peut compter sur lui. Moi, je fais totale confiance à Garcia. Il le met quand il veut le mettre. S'il préfère mettre Sertic pour ces raisons, il met Sertic. Je ne contesterai pas parce que pour l'instant, j'ai l'impression qu'on a un joli diamant à polir et que je ne prendrai aucun risque avec lui. Ouais, tu as un peu tout dit, Zempe pour le coup. Donc, je rajoute un petit truc. C'est vrai qu'il s'est cantonné à son rôle et il a pas tenté des folies. Mais quand même, j'ai vu en lui, et c'est rare que comme ça sur un match, je le capte, une bonne vision de jeu. Il a vraiment, je trouve, une bonne vision de jeu. Il voit des trucs et... C'est pour ça que Garcia l'a replacé dans une première ronde de lancement. Et c'est pour ça que je dis ça, en fait, parce qu'il y a Energizer, je crois, qui disait que c'est dommage qu'on ne le voit pas à son poste de prédilection vu son niveau. Et au final, je suis pas sûr, parce que cette vision de jeu, c'est quand même vraiment utile dans le... Après, tu peux avoir des bons défenseurs relanceurs aussi, hein. C'est peut-être pour ça que c'est ça. Et fixe toi la prestation de Kamara, est-ce que tu penses qu'elle peut donner des idées pour l'année prochaine? Moi, je parle pas de cette année parce qu'on le verra peut-être encore apparaître par petites touches, mais je ne pense pas de façon régulière. Est-ce que tu penses que l'année prochaine, si on est qualifié en Champions League, ça peut être une année où on l'introduit justement dans le grand bain un peu plus fréquemment? Ouais, j'imagine bien ça. Et d'ailleurs, je souhaite un OM conquérant sur le marché des transferts et qu'on ramène du lourd, pas des grands joueurs, mais des joueurs forts. Parce que c'est là où il pourra encore mieux sortir son épingle du jeu quand tu pourras vraiment effectuer une rotation. Et je pense à des anciens joueurs comme Peter Luxin qui avait émergé comme ça. Après, on s'en fout de la suite de carrière de Luxin où il s'est complètement vautré. Mais à Marseille, il est devenu fort. L'année de 98-99 avec Roland Courbis où il y avait un monde de dingue. Il y avait Eric Roy, il y avait Daniel Bravo, il y avait Gourvenec. Enfin, il y avait un monde fou. Et le père Luxin, il est arrivé et puis il a tout démonté. Et je pense que Kamara peut exactement avoir ce profil-là de s'imposer parmi des très très bons joueurs, des effectifs pléthoriques. Donc oui, il faut compter dessus. Sachant que dimanche, effectivement, j'ai jamais vraiment été inquiété de tout ce qui se passait sur son couloir. Et en plus de ça, il a montré de la concentration. Donc montrer de la concentration, c'est montrer aussi de la maturité. Donc voilà, tant mieux pour tous les hypers qui voulaient entendre parler que des Kamara et Rochia, parce que les pépites, hein, à cause de Football Manager et tout, on adore ça. Mais Rochia est même pas bon sur Football Manager. En plus, mais enfin voilà, tant mieux pour la hype des fameuses pépites, parce que là il a joué, il a répondu superbement présent, et voilà. Mais est-ce qu'il aurait été toujours aussi bon si on l'avait fait jouer trop tôt? Sans doute pas. Là il dépanne et il le fait bien, tant mieux. Ça peut donner des idées, comme tu dis, pour l'année prochaine. Donc voilà, encourageons-le, ne nous enflammons pas, surtout pas, mais félicitons sa prestation.
Il y a juste deux questions sur Twitter de Guimond et aussi de Mysterious Fada qui on revient toujours au cas et si on mettait Camara dans l'axe et voudrait savoir en gros si on pensait que Garcia fera ça pour pour la fin de la saison. Je pense pas. Zéro. Non plus. Voilà, c'est aussi clair que ça. Garcia l'a dit, il est très. Enfin, il a pas dit oui, c'est une solution viable, machin et tout. Il y a d'autres joueurs, je pense, en défense centrale devant lui. Lui, je pense qu'il va être par petites touches pour dépanner. Voilà. Si tu le vois en défense centrale. Quand même, pour avoir regardé quelques matchs de l'époque de l'épopée Gambardella, Camara, franchement, il est plutôt bon dans tous le registre défensif. Mais si on devait lui mettre une toute petite lacune, c'est quand même les duels physiques. C'est-à-dire que si tu le mets, je sais pas moi, en Ligue 1 contre un Toko Ekambi ou quoi, il pourrait se faire bouger un petit peu. Donc, si tu veux, tu l'as dit toi-même tout à l'heure, Gunther, il a une belle vision. Et là où il est un peu, je dis pas faible, attention, il tient le coup, mais c'est pas du tout sa force, c'est les duels physiques. Donc, c'est pour ça, à mon avis, qu'il a plus un profil milieu, tout ça. Tu le verras à la limite latéral, moi, c'est ce que je pensais qu'il allait faire dans l'équipe quand il avait joué à Sochaux en coupe au poste de latéral droit. Je me suis dit que quand il allait arriver dans cette équipe, il allait jouer là. Au final, Garcia le voit plus milieu, mais il a des vraies qualités pour se projeter de l'avant et une belle vision. Et voilà, dans les duels, c'est pas ça. Il va aussi prendre du corps, mais voilà. On va pas s'éterniser, parce qu'il y a d'autres sujets à traiter. Simplement pour dire que je suis d'accord avec toi, Zempé. Surtout, imagine tomber sur des vrais buffs devant là, il va se faire bouffer tout cru. Hein. Je peux me faire des ennemis là très rapidement. Vas-y, change. Pendant ce temps, je change. Vas-y. Ça marche. Mais il m'impressionne pas autant que Kimpembe quand même. Donc quoi qu'il arrive, tu comprends que le gamin il a de la marge parce que son concurrent au même âge, Kimpembe, c'est un monstre réellement. Donc je souhaite à Camara de mettre les bouchées doubles. Ça veut pas dire qu'il fera pas une bonne carrière. Je lui souhaite. Mais pour l'instant, je dis juste qu'il m'impressionne pas autant. Kimpembe, 22 ans quand même. Hein. Ah ouais, c'est au même âge. Ouais, voilà. Donc, FX, tes trucs à la noix, là, hein. J'espère qu'il sera au même niveau à 22 ans. Quoi. Avoir un temps affirmatif ne fait pas tout. Hein. Voilà, c'est ça. Peut-être bien, mais il doit s'inspirer de lui pour qu'arrivé à son âge, il soit aussi fort et sélectionnable. Franchement, tu n'as pas que lui. Hein. Moi, je dis qu'il pourrait s'inspirer d'Amoukele, des trucs comme ça, des jeunes qui ont 18-19 ans, qui ont vraiment pas mal de coffres, qui enchaînent les matchs de Ligue 1 et qui font des matchs solides. Hein. Et qu'on peut estimer supérieur sans largement, sans sourcil. Et moi, tu me mets Mukiele à la place de Camara, je prends direct. Hein. Et Mukiele, il n'y a que Vitorino Hilton à côté de lui. Hein. Mais bon. Ouais. Et comme dit Energizer, il s'entraîne avec Silva, ça fait un peu. Oui, aussi, ouais. Ça aide quand même. Quand on avance, on va parler sur une partie qui est quand même assez inquiétante, qui va quand même déterminer la fin de la saison olympienne au final. C'est de se dire. On a encore eu 2 cadres qui se sont blessés hier, à savoir Mandanda et Adil Rami. Il semblerait que pour Adil Rami, alors j'ai mis 1 mois, c'est plus dans l'ordre de 15 jours, il me semble. Donc voilà, c'est quand même inquiétant de se dire qu'on a Mandanda approximativement 4 à 6 semaines. Rami, c'est plutôt dans 15 jours, 3 semaines. Thauvin, allez, encore une petite semaine. Et Sakai, il pourrait être à disposition pour le match de jeudi. Voilà, je me dis que c'est bien dommage d'avoir autant de blessés à ce moment-là. Est-ce que vous pensez vraiment qu'on peut perdre quelque chose on peut perdre cette 3e place sur ça? Évidemment, mais c'est triste parce que en fait, j'ai eu la langue de Cabri parce que j'ai toujours dit du bien de la préparation physique et des joueurs qui tenaient remarquablement avec le nombre de matchs joués. Et boum, à la première trêve hivernale, tu t'aperçois que ça y est, c'est en train enfin de s'écrouler. Ça aurait peut-être dû arriver avant. Mais on avait fait cette superbe émission avec Romain Haring et Mathieu Grégoire, où justement on avait eu aussi des infos sur la préparation physique. Et ils avaient quand même des doutes pour février. Mars, malheureusement, leur mauvaise prédiction se met en place. Et ça peut être super préjudiciable. Et c'est dommage que ça arrive au moment de Leipzig. Mais encore une fois, moi, je donne priorité au podium. Donc peut-être que la Coupe l'Europa League, on verra ce qu'on peut faire. Mais voilà, c'est pour des petits duels qui arrivent face aux équipes qu'on a affrontées pour la Ligue 1, j'espère que ça pourra tenir. Je vais poser 2-3 questions un petit peu directes, un petit peu peut-être que je vais pas me faire des amis avec, mais est-ce que par exemple se dire que aller un pelé à la limite à la place de Mandanda, ça peut le faire, surtout sur des petites équipes, on l'a eu pendant une saison l'an dernier, ça va, c'était pas non plus catastrophique. Voilà, est-ce que
je vais vous expliquer là où je vais en venir. Zempe, j'ai vu beaucoup passer sur Twitter des gens qui disaient ah les gars ils ont pas recruté à l'intersaison, on perd sur ça. Est-ce que tu penses comme ça ou ça c'est vraiment de la démagogie? Non, mais après, c'est toujours facile quand tu as une avalanche de blessures de dire bon, ben, vous voyez, on avait raison, il fallait recruter. Bon, après, c'est des gens qui jugeaient que c'était important de recruter dès le mercato hivernal, on ne peut pas leur enlever. Ouais, mais tu à peux quel pas prix? t'attendre à avoir autant de joueurs absents d'un coup. C'est vrai que moi, j'avais dit qu'un petit latéral gauche, par exemple, même peut-être un petit latéral gauche capable de dépanner dans l'axe ou quoi, ça aurait pu se faire. Après, c'est prendre le risque de prendre un Certi, quoi. Au final, un mec que tu prends comme ça pour dépanner et qu'à la fin de la saison, ben, il est toujours là et tu sais pas trop quoi en faire parce que tu as envie d'avoir mieux. Donc, est-ce que c'était pas mieux de rien prendre du tout et de partir sur du lourd en ayant en poche la qualif en Ligue des Champions? Voilà, c'est faire confiance à Garcia au final, capable de sublimer son groupe. Et c'était voilà, ça a été fait comme ça. Après, moi, je déplore pas le manque de recrutement parce que je trouve ça compréhensible. Moi, je l'avais dit que c'était pas du pipeau pour moi que le groupe était bon, qu'il fallait pas ramener des éléments ou quoi que ce soit, changer la dynamique. Après, voilà, on a beaucoup de blessures. Moi, ça m'inquiète un peu parce que c'est surtout Leipzig en fait. Voilà, il y a trop d'absents majeurs pour Leipzig. La Ligue 1, tu peux gagner ces matchs-là sans quelques joueurs, sachant que bon, Sakai va revenir assez vite, Thauvin va revenir assez vite, donc ça devrait aller. Mais voilà, Rami Mandanda, tout ça, et immédiatement là pour le premier match à Leipzig, par exemple, je pense que ça suffira pas et que ben, pour ça, on n'a pas l'effectif pour gérer les deux compétitions en fait, au final. Je vais te couper Zempe, mais FX, il y a Yanis sur Twitter qui nous dit c'est surtout que les doubleurs ne sont pas au niveau. Moi je suis assez d'accord avec lui, t'en penses quoi? Non, c'est compliqué. Bounassar devait être une doublure. Il s'est révélé être super bon. Il y a plusieurs joueurs comme ça. Maxime Lopez nous a donné quand même quelques satisfactions. C'est limite même des titulaires comme Sanson qui auraient même tendance à décevoir. Mais il avait Sinon, expliqué, pardon, excuse-moi, il avait dit Abdenour, enfin c'est surtout ces remplaçants là, tu vois. Abdenour à la place de Rami. Abdenour devait être titulaire, c'était Rolando la doublure et c'est Rolando qui s'impose. Non, je suis pas d'accord. Non, mais disons que ça te ferait pas de mal, là, par exemple, les recrutements ratés, j'en avais parlé avec René en neuf d'ailleurs, Abdenour et Evra, là, s'ils sont bons, ben, sur le match d'hier, tu as un défenseur gauche et un défenseur central, quoi. En plus, disons que il y en a toujours des erreurs au casting. Tu peux pas voilà, ça arrive toujours, avec surtout les joueurs qu'on a pris, il n'y en a pas énormément, mais ça te manque. Et tu bloques la porte à des joueurs qui ne jouent pas, genre Bouba Kamara, et on n'aurait pas pu le voir faire un bon match à gauche. Mais c'est une vraie gestion de groupe. Tu as les expérimentés, tu as les remplaçants, tu as les jeunes. Le pire, c'est ceux qui veulent toujours voir les jeunes et qui veulent toujours plus de recrutement en doublure. Il y a des incohérences des fois sur Twitter, ça me fait halluciner, quoi. Oui, mais Twitter n'est pas la réalité du foot. Après, donc je reviens au Campos et Germain étaient aussi des doublures dans l'esprit de Garcia au début de la saison. Oui. Mais pour en revenir un peu, moi, il a mon entière confiance. Il s'est trouvé à Saint-Etienne. Ok, on passe. L'année dernière, il nous emmène quand même en Europa League avec une saison assez impressionnante. 2 erreurs à son actif à Nice et à Metz. Après, pour le reste, il sort une superbe saison avec à chaque fois 2 à 3 parades par match, vachement essentiel. Il est capable de le faire sur la fin de saison. On n'affronte pas des monstres. Donc, donnons-lui la confiance et ne soyons pas alarmistes sur le cas de Pelé. C'est tout ce que je dis. Il y a Guimon4 sur Twitter qui nous dit on aurait dû mieux recruter à l'été et pas à la trêve. Et ça, je pense que c'est un petit peu facile de faire le constat maintenant. Non, mais je vais lui répondre, on est 3e, hein, mon petit monsieur, on est 3e, donc c'est que le recrutement n'est pas si mauvais que ça. N'agresse pas les gens non plus. C'est dommage qu'on se soit troué dans les grosses affiches, et encore une fois, mon traumatisme lyonnais. Et si on avait battu Lyon, cette question-là, je pense même pas qu'elle aurait été posée, c'est tout. On est quand même 3e avec cet effectif. En fait, je pense que ceux qui peuvent sortir ce genre de choses, c'est surtout pour se dire oui, vous comprenez, on aurait mieux fait de recruter, on l'a dit depuis un moment, c'est pour ne pas se contredire. Mais la réalité des choses, c'est quoi? C'est que tu avais encore des contrats que tu n'as pas réussi à te dépéguer, notamment je pense au Uboka, Doria et compagnie. Tu as juste réussi à faire des prêts avec ces mecs-là. Alors, on n'a pas arrêté de marteler que le problème du recrutement c'était qu'on jouait pas de compétition majeure entre guillemets du style Champions League et que l'aura de l'OM était un peu ternie à ce moment-là. Donc tu aurais pris qui et à quel prix surtout à ce niveau-là de la compétition et surtout qui aurait voulu venir, voilà.
Il faut arrêter Et de puis, promettre. Alors, je suis obligé de remettre les palmarès en avant. On a Attends, on a Luis Gustavo, il a gagné la Ligue des Champions. On a Dilrami qui a gagné Oui. l'Europa League. On a Rolando tu- qui a gagné l'Europa League. Non, mais tu. T'as Mandanda qui est un mec de l'équipe de France depuis je sais pas combien de temps. On a aussi des cadres majeurs avec de l'expérience. Donc, Dans ça a l'esprit aussi des de la gueule. gens. Non, mais dans l'esprit des gens, on aurait dû aller chercher des remplaçants ailleurs qui auraient été une bonne idée chez nous. Mais ces mecs-là, c'est soit des mecs âgés, soit des mecs qui sont sur le banc, c'est pas pour rien. Et tu te dis que tu vas devoir te les taper pendant 3-4 ans après, parce que Puis- c'est des puis moi, contrats derrière. Moi, il y a un truc tout con. Un remplaçant, là, on l'aurait pris donc cet hiver. Et qu'est-ce qu'il fait jusqu'à maintenant, avant de jouer là? Et tu penses vraiment que maintenant qu'il va se mettre à jouer, il va être bon direct? Ça va faire comme Pelé quand il joue pas pendant longtemps et que d'un coup il reprend et il va être en panique, il va pas être serein, comme tous les joueurs, même tous les joueurs de notre effectif, c'est comme ça. Donc moi, je préfère un joueur qui jouera à un autre poste, mais qui est habitué au groupe et qui enchaîne des petits matchs par-ci par-là, plutôt que prendre un joueur pour tel poste et ne pas le faire jouer pendant des mois pour ensuite espérer qu'il fasse une bonne rentrée. Allez, on va enchaîner. Juste pour vous montrer combien de matchs potentiels Mandanda, Rami et consorts devraient manquer. Donc on peut considérer, aller grosso modo, donc Thauvin devrait louper Leipzig. Donc peut-être un retour éventuel entre OM Montpellier ou même après sur le retour d'OM Leipzig. Sakai devrait être présent dans le groupe contre Leipzig. Mandanda devrait être absent au minimum jusqu'à, vous voyez tout en bas là, le Angers OM. Donc De quoi? Ça fait peur. Hein. Ouais, donc pourquoi pas un retour aux alentours de OM Nice voire OM Guingamp, donc il restera à ce moment-là très très peu de matchs. Et pour Rami, ça peut se situer à peu près entre jusqu'au OM LOSC ou Angers OM pareil. Donc sachant qu'ils vont lui foutre sa suspension au moment où il va revenir, donc Rami, en plus, on peut aussi l'oublier pour la fin de saison. Ça pourrait être une fin de saison pour Rami et ça pourrait être triste parce que au final, voilà. Et aussi, pour finir un peu ce que j'ai dit tout à l'heure, là, pour moi, c'est quand il y a des grosses blessures aussi que tu vois un joueur vraiment s'il peut réussir ou pas. Le Abdenour, si on le voit là on pourra dire s'il faut continuer avec lui l'année prochaine ou pas. Parce qu'il aura enchaîné plusieurs matchs. Et je suis même pas sûr. Je suis même pas sûr que dans l'esprit de Garcia, c'est de dire que Sertic n'est pas devant Abdenour. En fait. Ça marche. Non, mais ça marche avec Sertic aussi dans ce cas-là, tu vois. Au moins, il va enchaîner les matchs. Samedi, il va enchaîner les matchs. Ouais, c'est vrai. Il va enchaîner les matchs et là, on pourra savoir vraiment ce qu'il vaut parce que on a cette manie à Marseille de juger les gars sur des bouts de match et ça n'a juste aucun sens footballistique. Ouais, mais je veux pas tirer la sonnette d'alarme, mais un joueur qui n'a pas joué depuis 50 ans. Et que comme Sertic et qui arrive et prend la place d'un Abdenour qui est censé être le titulaire en puissance, c'est quand même un peu grave quoi. Il y a quelqu'un sur Twitter qui nous demandait si la clause d'Abdenour elle avait été levée. On est au courant ou pas? J'allais poser la question. Ouais, j'allais poser la question parce qu'il se peut qu'il soit mis de côté même jusqu'à la fin pour pas avoir à lever automatiquement son option. Je pense que c'est pour ça qu'il est même pas réaligné en fait. Ça doit être ça, je pense. C'est qu'ils en veulent pas du tout. Ils ont compris que c'était une erreur de casting et ils vont tout faire pour ne pas le faire jouer. C'est-à-dire c'est là que tu pourras voir revenir Bouba Kamara en défense si tu as Sertic qui se reblesse avant la fin. Parce que ça me paraît très étrange que Sertic passe devant. Ouais, tu as raison. Bon allez, on passe à la 4ème partie. Leipzig-OM, l'avant-match. Alors je vous ai mis un peu une compo, mais avec pas mal de changements, des changements possibles, des choses comme ça. Voir ce qu'on va pouvoir bricoler contre une équipe qui, on va pas se mentir, dans l'état actuel des troupes est très supérieure à l'OM. Donc je vous ai mis le retour d'Amavi, parce qu'Amavi n'était pas blessé. Rolando ou Abdenour, selon que si Abdenour y est ou pas sur le terrain, il jouera à gauche quoi qu'il arrive. Et Rolando et Sertic, donc je pense qu'on se dirige vers une charnière Rolando-Sertic. Oui, c'est ça, Rolando Sertic. Sarr à droite, Sakai qui commence sur le banc parce qu'il revient de blessure. Zambo ou Lopez. Voilà, comment vous trouvez un petit peu cette compose SMP? Ça me semble pas mal. Je pense que c'est le mieux qu'on puisse faire. On aura sûrement, alors moi ce que je pense, on aura sûrement un Rolando Sertic. Je le vois comme ça. Je pense que si Sarr est apte, il jouera, sinon Sakai est apte, il jouera, sinon ce sera Sarr. Et je pense qu'on enverra Zambo là-bas. Est-ce que ça sera NG à droite du coup, ou est-ce qu'il mettra Payet sur un côté 510? Ça me semble quand même un peu vraiment compliqué à l'extérieur.
Après, c'est une équipe qui laisse le ballon, Leipzig, apparemment. Donc, à voir. Peut-être qu'on verra Lopez, je sais pas trop. Mais ce qui est sûr, c'est que là-bas, il faut pas prendre de but et essayer d'en mettre un. Ça serait l'idéal, mais vraiment, si on Oh, revient au Vélodrome, quelle analyse! Ah ouais, mais le problème, si on c'est. revient au Vélodrome et qu'on a mangé 3 buts, Alors, c'est très mal dit, mais je vois ce que veut dire Zempe, c'est-à-dire qu'on va assister à un match de merde, clairement. ouais. Non, mais en fait, ce que je voulais dire exactement, c'est qu'avec cette équipe-là, le principal, c'est de ne pas prendre de but, parce que je suis vraiment pas serein, moi. Mais ça serait bien aussi d'en mettre un parce qu'on est à l'extérieur. Voilà. C'est un peu L'expression comme ça. limiter la casse aussi, elle peut tenir. Voilà. C'est-à-dire, on Mais peut le aussi but au à pire se l'extérieur va permettre être super 1-0. important quand même. Donc voilà. Pas Et à savoir forcément. que, si je dis pas de bêtises, après le match aller, Leipzig joue les Leverkusen et ils sont 4e et 5e et ils se battent pour aller en Europe tous les deux. Donc je pense qu'ils ont un match important. Et ils peuvent Peut-être nous sous-estimer avec toutes les blessures en plus. Donc ils voilà, peuvent faire tourner. c'est un peu comme nous quand on affronte Lyon et qu'on doit gérer Bilbao en même temps. Ils sont un peu dans la même situation, quoi. Ouais, donc c'est compliqué. Hein. Par- Et je par vous ai mis contre, Mitro. Vas-y, Gunther. Vu que c'est une équipe, ce qu'avait dit René plutôt sur la vivacité et la rapidité, je pense qu'il risque de trancher sur les défenseurs en fonction de ça. De toute façon, Chucky, tu as que des lents. Hein. Il y a... Mais ça peut être le fameux retour de Camara dans l'axe. Il y a John Vader qui dit sur Twitter, il disait Gustavo, pourquoi pas le mettre dans l'axe aussi. Je sais pas, on n'est pas à l'abri. Je pense pas non plus. Mais bon. Peut-être qu'il va trancher par rapport à ça. Sinon, NJ, défenseur central. Et Voilà, il va faire le café, bien évidemment, parce que vous voyez que en plus je vous l'ai mis en bas à droite là, le fameux El Famoso Clinton NJ. Donc je pense que ça pourrait être la solution parce qu'encore une fois, NJ pour moi, si tu mets pas Payet à droite, ça reste un des meilleurs centreurs de l'équipe, clairement, parce que déjà il jouerait sur son bon pied contrairement aux autres. Et je vois bien trouver cette association avec Mitroglou, pourquoi pas, parce que contrairement à un Valère Germain et un Thauvin, on vous parlait de ça, il y a 2-3 tolls qui ont des chemins préférentiels dans les passes et compagnie. NJ, Mitroglou, il n'y a pas de souci. C'est-à-dire, ils vont pas se dire ah ben je te passe pas la balle parce que je préfère mon collègue à droite ou à gauche. Donc ça peut marcher. En plus, avec un Payet qui alimente tout ça, tu joues sur plusieurs qualités, à la fois celle de la capacité de NG au Campos, je vous rappelle, à très bien dédoubler, à permuter, parce que les deux peuvent jouer sur les deux côtés. Ah ouais, c'est vrai que les deux, ils n'arrêtent pas d'échanger à chaque fois. Payet aussi, c'est-à-dire on se retrouverait avec 3 bonhommes qui jouent derrière Mitroglou qui peuvent entièrement permuter à tous les postes, sauf au Campos peut-être en 10. NG peut assumer ce rôle de derrière l'attaquant, au passage. Donc voilà, je vois bien cette animation offensive être plutôt pas mal. Je vous avouerai que c'est un peu sexy. Surtout voilà, avec Mitroglou qui a peut-être le gabarit pour jouer. On parlait de gabarit, mais contre une équipe allemande, voilà. Et c'est moi ce qui me fait vraiment peur, c'est même pas notre milieu, c'est pas notre attaque, c'est cette défense. C'est-à-dire que tu vas devoir, comme disait MP un peu grossièrement, mais tu vas devoir attaquer, mais très prudemment. C'est limite, tu vas devoir construire une action pendant 45 minutes avant de voir la première action, quoi. Ou alors essayer de jouer la full possession pour. Ou alors jouer du football total en balançant de grands ballons devant, en priant et en se disant allez vas-y NJ fais quelque chose, ou Ocampos ou Mitroglou, Payet. Moi je vais être franc, l'absence de Thauvin, quand je vois Mitroglou sur le terrain, ça me gêne pas plus que ça, surtout le Thauvin. Exactement, c'est pas une doublette qui fonctionne, je trouve. Mais bon, après... Ouais, mais c'est quand même un travailleur, Thauvin. Donc, exact, mais oui. Ça c'est un peu problématique. Si pour soutenir ta défense, tu sais que tu as Thauvin au Campos, c'est pour ça que ça serait bien de mettre NJ par rapport à Payet sur un côté, quoi. C'est que lui, il est capable de travailler. C'est surtout que Payet sur NJ, c'est son latéral, parce que sinon, ça va vraiment être déséquilibré. En contre, ça va à 2000 Leipzig. Ouais, c'est vrai que c'est pas si mal que ça. Bon, on a noté que eux profiteront aussi de l'absence de Naby Keita qui est blessé, il me semble. Donc du coup, ça plus le fait, comme disait Zempe, qu'ils devraient affronter un adversaire direct dans leur compétition, et le fait qu'ils voient aussi, comme je disais, qu'il y a beaucoup de blessés chez nous et notamment des cadres, peut-être qu'ils vont se dire on fait tourner en espérant économiser, et ils peuvent se faire surprendre peut-être sur un 1-1, 1-0, enfin. Voilà, dans tous les cas, FX, je vais te laisser faire le petit prono, étant donné que tu es à chaque fois le plus prudent d'entre nous. Qu'est-ce que tu vois ? Si on perd seulement 1-0, ça me va. J'espère qu'on mettra la folie nécessaire pour gagner le match retour avec le nombre de buts qu'il faut. Et quand je parle de folie pour gagner un match important, j'espère ne pas faire une Lyon encore une fois. Merci. Ouais, on espère que les joueurs se chieront pas dessus.
Voilà. Il y a Remontada sur le chat là qui dit que pensez-vous de mettre Sarr plus haut à la place de Thauvin si Sakai joue? Oui, mais Une c'est viable. possibilité, hein. C'est une possibilité comme une autre, c'est-à-dire avoir un Sarr plus offensif. Après, c'est compliqué, je vais t'expliquer pourquoi, parce que je vois Sarr, quand il passe en offensif, il garde des mauvais réflexes de défenseur, mais pour le coup. C'est-à-dire qu'il a complètement inversé son registre de jeu, tu vois ce que je veux dire? Donc, Ben, c'est un peu, tu le mets latéral, t'as un défenseur latéral super offensif, et tu le mets ailier, t'as un ailier super défensif. En fait. ouais, Et, voilà. contre Leipzig, ça peut. Après, ça peut être bien, valider. ouais, parce que ça va vite sur les côtés. Donc, Donc si non, mais dans ça tous va les cas, aussi, je ne verrai pas je vois pas Sakai être titulaire d'emblée parce qu'il revient de blessure. Et Sarr va assumer le rôle d'arrière droit. Sachant que tu n'as pas de rapidité dans cette défense marseillaise, à part à ma vie, tu as besoin de Sarr pour aller combler aussi derrière, parce que c'est les deux plus rapides et Ouais. voilà, tu as besoin de la rapidité de Sarr derrière. Donc après, c'est ce que je vois. Hein, voilà, chacun peut se donner son avis. On va passer tout de suite aux questions-réponses, mon cher ami Gunther. Donc, est-ce que tu as relevé ceux du Totem Live? Ouais, mais bon, j'en ai pris déjà pas mal en Oui. cours de route. Posez vos questions sur le chat, hein, n'hésitez pas, les gars. Il y avait Akian qui disait l'OM a encore eu un match de reprise compliqué physiquement. N'est-ce pas lié à une préparation réalisée pour tenir les échéances à venir physiquement, comme ce fut le cas par le passé? Si oui, pensez-vous qu'il sera possible de conserver cette 3e place? Mais c'est une bonne question, ça, parce que moi, je me l'étais posé. Je me suis dit, tiens, pendant les 2 semaines de trêve, est-ce qu'on va pousser encore le physique pour le sprint final, ou est-ce que quelque part, on va un petit peu ménager les troupes? Je ne sais pas du tout comment ça s'est déroulé là, pendant ces 2 semaines, mais la réponse est là, en tout cas. Ouais, je pense que FX a un petit peu répondu à cette question. Est-ce que tu veux passer à la prochaine, s'il te plaît? Ouais, il y a Energizer qui disait aussi, avec les blessures à répétition de Mandanda, faut-il penser à un vrai remplaçant limite titulaire la saison prochaine? Moi, si je peux me permettre, après si vous voulez rajouter quelque chose, je le ferai. J'avais dit en début de saison, Mandanda ça me plaît, enfin tout ce que vous voulez, je suis très content qu'il revienne et tout. Je dis mais attention, on a 2 gardiens qui mine de rien sont vieillissants, on va peut-être pas faire avec Mandanda une bouffonne, voilà, de le conserver le plus longtemps possible. Nul doute qu'il a été providentiel cette saison, c'est pas ce que je veux dire, hein. C'est de se dire qui derrière lui, c'est-à-dire à un moment donné où les blessures vont faire le boulot, où il va se blesser, donc est-ce que voilà, qu'est-ce que vous pensez de ça, de se dire est-ce qu'on n'aurait pas dû recruter un autre gardien plus jeune au final? il fallait laisser Pelé dans cette équipe pour service rendu, on va dire. Après, tu te dis que si Mandanda se blesse, tu as quand même une solution plus que correcte, on va dire, en doublure. Oui. Et sachant que ça laisse du temps aux nombreux jeunes gardiens prometteurs qu'on a en centre de formation, parce qu'on a quand même Bezic, Escales, le jeune qu'on a recruté, c'est Cagnon, je crois. Il y a quand même un jeune qui pourrait sortir du lot et prendre le relais au bout d'un certain moment, après un prêt ou quoi que ce soit, pour lui avoir donné du temps de jeu, c'est possible aussi. Donc disons que tu as encore un peu de temps avec Mandanda, parce qu'il lui reste quand même quelques années, et tu as toujours Pelé en doublure ou en cas de galère. Donc je trouve que tu peux attendre l'émergence d'un jeune, ou après te pencher sur un jeune gardien au fort potentiel, quoi. Moi, je vais me faire encore des ennemis, j'en ai rien à foutre, mais c'est pas grave. Moi, je veux Benjamin Lecomte dès l'année prochaine, dès cet été. Si on fait Benjamin Lecomte, merci Mandanda. Et au pire, Mandanda, il fera une première saison pour que l'autre s'intègre un peu de la pression marseillaise. Okay. Mais derrière, ça serait notre gardien titulaire. Ce gardien, pour moi, il a un avenir monstrueux. Ouais, moi aussi. Je pense qu'il a les épaules pour tenir les cages de l'OM. Donc, moi, je milite pour l'avenue de Benjamin Lecomte. Lecomte et le gars de Toulouse. Je crois que... Non, pas du tout, Montpellier. Non, oui, et tu voudrais aussi Alban Lafont. Alban Lafont, tout le monde en parlait, je connaissais pas trop, et au final, c'est vrai qu'à chaque fois que je regarde Toulouse, je me dis, il est pas dégueu, lui, en effet. Alors, je crois que Zempe voulait lui Pepe Reina, je suis pas sûr. Non, parle pas de malheur. Bon, est-ce que tu as une autre question? J'ai vu sur Twitter que Yannis avait posé une question, s'il veut bien reposer sa question, je ne l'ai pas vu passer. Vas-y, sur Twitter, tu avais Audley, toujours sur le cas du gardien. Il dit est-ce que l'opinion générale de Twitter ne serait pas absolument irrespectueuse de Pelé et de ce qu'il a pu faire l'année dernière? Oui. Pensez-vous vraiment qu'on aurait dû recruter un joueur? Donc si. Délit de faciès inexplicable, parce que l'année dernière, il nous sort une énorme saison. Enfin,
Tout à l'heure, j'ai bien détaillé, je ne vais pas revenir dessus. Mais ouais, il est victime peut-être de la popularité de Mandanda. Donc, du coup, il nous faut une tête de Turc. On a choisi Pelé, mais il n'y a pas de raison. Pour moi, c'est toujours pareil. C'est voilà, c'est le mec, il a pas joué depuis longtemps, il revient, il est pas bon, on le défonce. Mais on a vu ça l'année dernière. L'année dernière, c'était pareil. Il a commencé, il était pas bon, il a enchaîné les matchs, d'un coup, on a retourné notre veste. Et j'en ai ras le cul qu'à Marseille, on soit incapable de prendre bonne note de ce qui se passe. Si t'as pas relevé sa saison passée, c'est que tu as un problème avec le football et la connaissance du football. Ouais. Je peux pas dire plus. Mais de toute façon, j'ai l'impression que ça, on pourra jamais être d'accord sur rien. C'est-à-dire, il y en a qui vont voir que Pelé, c'est une catastrophe. Il y en a qui vont voir que Zambo, ça reste une catastrophe. Voilà, chaque personne auront leur sensibilité vis-à-vis de certains joueurs. Il y en a d'autres qui volontairement vont se mettre, parce que tu as 3-4 influenceurs qui vont se mettre sur les codes de 2-3 joueurs, ils vont être détestés jusqu'à la fin. Malheureusement, c'est comme ça, c'est les réseaux sociaux. Voilà, j'espère qu'un jour on nous lâche un hashtag Kerlon. C'est pas le seul, et c'est pas un influenceur. Appeler aussi, voilà, de bien assurer, de pas nous faire mentir, c'est moi ce que je lui souhaite. Mais bien sûr, Energizer, que je voulais parler de NJ. Arrêtez de vous mettre sur les codes de NJ, bande de losers là. Voilà, donc chacun a sa conception par rapport à des joueurs. Moi, je vous rappelle que Zempe trouve des joueurs comme Zinedine Machach très bons. Donc voilà, c'est des sensibilités. Non, FX, toi, t'es un suiveur. Cet enregistrement, quand Machach sera exposé, on ressortira ça. Quand tu l'auras explosé, tu veux dire quand il se sera fait exploser. Non, bref. Vous pouvez Fav. Il y avait une question, ça y est, je me rappelle. C'était sur le chat là, il y a quelqu'un qui parlait de soi-disant, il y a des rumeurs sur l'hygiène de vie de Mandanda qui serait pas top. Non, mais alors, c'est un secret de Polichinelle, ça. Hein. Alors, c'est bon. On l'a vu fumer une cigarette électronique une fois. Alors voilà, oh mon Dieu. Encore une fois, tu as un influenceur. Un influenceur de la team OM qui a lâché ça, et c'était du second degré, en plus les gens n'ont pas compris. Il a lâché ça en disant, en gros, en tournant la chose, arrêtez de penser que ça vient de ça, mais les gens ont mal compris, c'est pas du tout ça, arrêtez de parler. Tous les grands champions fumaient des clopes, les gars. Non, mais... Et au bout d'un moment, voilà, il faut pas non plus, on n'est pas dans sa vie de tous les jours, on sait pas. Après, c'est pas pour défendre Mandanda comme une icône, voilà, parce que faut pas le toucher ou quoi, mais il faut pas non plus aller chercher la petite bête. On connaît des très grands gardiens qui sont passés par l'OM, qui fumaient pas que des clopes et tous les jours, et c'est pas pour autant qu'on disait leur hygiène de vie, il se blesse tout le temps. Et tout. Zizou aussi fumait, hein. Laurent Blanc fumait. Berthez s'est fumé des clopes avant le mondial 98, Zizou même des pétards, Zizou fumait des clopes. Verratti fume des clopes, Balotelli fume des clopes. Rosinecki, qui était un joueur du Real de Madrid, un joueur fantastique et qui nous a battus en 91 à la finale de Bari, était le plus grand fumeur de Croatie. C'était un pompier, le mec. Raymond Tada qui me demande de m'excuser parce que j'ai traité ceux qui hate NJ de loser. Je m'excuse parce que c'est toi, mais en vrai je le pense. Donc voilà. On n'a plus d'autres questions, c'est ça? Non, on n'a plus d'autres questions, mais par contre, je vais en profiter pour vous rappeler qu'il y a une petite vidéo YouTube qu'on a fait là cette semaine, où justement on répondait à plein de vocations. Donc, n'hésitez pas à aller regarder. Oui, c'est très important. On a fait une petite vidéo en off, les gars. N'hésitez pas à aller la voir sur le compte YouTube. Voilà. Si vous n'avez pas d'autres questions, nous on va mettre fin à ce talk. Bon, là, ça a été un petit peu tranquille ce soir parce que c'est la reprise gentiment après 3 jours de repos. Donc, nous, on vous recommande d'aller voir notre compte, de suivre notre compte Instagram, notre compte Facebook récemment créé, notre compte YouTube, de remercier nos partenaires, à savoir Exafoot. Le compte Exafoot, c'est le championnat des pronostics sur Twitter, et nos amis de chez OM Passion, qui sont un site qui parle de l'OM sur les statistiques et sur le mouvement ultra, donc vous pouvez y aller, c'est du 100% tout bon. Les prochains talks le lundi, ça sera prochain talk le lundi au lit. N'hésitez pas à suivre notre chaîne YouTube, à lâcher des petits pouces, à RT le talk, et merci à tous, je vous souhaite une très bonne soirée, et allez l'OM. Allez l'OM. Bonne soirée tout le monde.